Dans cette vidéo, nous allons commencer à créer une première dynamique pour voir comment le système fonctionne. Entre-temps, vous remarquez ici qu'au niveau de l'arrière-plan de mon dessin, j'ai rajouté une couleur légèrement bleutée. Comme ça, si notre dessin implique du blanc, on le verra plus facilement par rapport à un fond blanc. Et j'ai aussi ajouté un calque vierge transparent pour dessiner dedans. Pour l'instant, je vais rester avec la souris, mais bien sûr, si vous avez une tablette et un stylet, tout ce que je vais montrer maintenant fonctionne aussi avec le stylet, mais ça fonctionne principalement avec la souris pour ne pas défavoriser ceux d'entre vous qui n'ont pas de tablette. Je vais reprendre mon pinceau premier test ici. Alors si j'ai un doute, je clique sur un autre réglage et je clique sur mon pinceau. Comme ça, je suis sûr de bien initialiser. Donc là, il est toujours à 100 pixels avec la couleur verte. On est d'accord. Donc ça fonctionne. Maintenant, je vais introduire une dynamique. Alors vous voyez que par défaut, la dynamique est réglée ici. On fait appel à un pré-réglage de dynamique à l'intérieur des pré-réglages de l'outil actif, en l'occurrence le pinceau. Et ici, on a une dynamique off. Cette dynamique, elle n'a aucun effet. Si je regarde ici la matrice de correspondance qu'on va étudier un peu plus tard, elle est vide. Donc ma dynamique, en fait, elle n'a aucun réglage, donc ça équivaut à pas de dynamique. Maintenant, je vais créer une nouvelle dynamique pour l'appliquer à ma brosse. Alors je vais revenir ici dans la palette dynamique de brosse et je vais cliquer ici sur le bouton plus, créer une nouvelle dynamique. Et maintenant il bascule dans la matrice de correspondance, c'est-à-dire dans cette palette ici, éditeur de dynamique de la brosse, et il me propose bien sûr de donner un nom à ma dynamique. Alors je vais la renommer. Pour faire la différence entre les dynamiques prédéfinies de GIMP et les dynamiques que je crée moi-même, je vais mettre deux traits au départ, deux signes moins. Vous faites comme vous voulez. Moi, ça va me permettre de faire la différence entre les dynamiques que j'ai créées et celles qui sont fournies par GIMP. Donc, je vais l'appeler test, comme ceci. Donc, je peux valider avec la touche entrée. Et vous voyez qu'en haut, ça se met à jour. Actuellement, la dynamique qui est associée à mon pinceau premier test s'appelle test. Et cette dynamique, elle n'a aucun paramètre pour le moment. Si je reviens dans la palette dynamique de la brosse ici, je vois que ma dynamique s'est rajoutée dans la liste. Une autre remarque importante, vous voyez qu'en bas ici nous avons le bouton de suppression qui est actif en rouge, car c'est une dynamique que j'ai créée moi-même. Par contre, pour les dynamiques qui sont livrées d'origine avec GIMP, par exemple si je bascule ici sur celle-ci, vous voyez que le bouton est grisé. On ne peut pas supprimer ou modifier les dynamiques qui sont fournies par GIMP. Il faudra toujours créer notre propre dynamique et la modifier. Si nous voulons utiliser plus tard une dynamique fournie par GIMP et la modifier, à ce moment-là, il faudra la dupliquer. On pourra faire ça avec un clic droit, dupliquer la dynamique par exemple, et modifier la dynamique qu'on a dupliquée. Et toutes les dynamiques que nous allons créer nous-mêmes, elles sont enregistrées dans le fameux dossier AppData. Rappelez-vous, si je vais dans Édition, Préférences, ici nous avons au niveau des dossiers, toujours pareil, si je descends donc les dynamiques de la brosse, rappelez-vous que ici nous avons un couple de dossiers. Le premier avec la case cochée ici, c'est celui qui est modifiable, c'est-à-dire que c'est dans ce dossier-là que seront enregistrées les dynamiques que nous allons créer. Et le deuxième ici, c'est celui que nous avons épuré tout à l'heure, c'est le dossier d'origine de GIMP, et les dynamiques qui sont stockées dans ce dossier ne sont pas modifiables. Maintenant, si je clique ici sur mon dossier personnel correspondant à mon utilisateur dans le dossier AppData, et si je clique sur le petit bouton Afficher l'emplacement du fichier dans le gestionnaire de fichiers, à ce moment-là, si je l'ouvre, je vais voir ici que la dynamique test que je viens de créer a été enregistrée comme réglage personnalisé dans mon dossier utilisateur. Voilà où vont se trouver les fichiers pour les dynamiques que vous créez vous-même. Pour mettre en place des propriétés de dynamique, il va falloir maintenant travailler sur la matrice de correspondance qui se trouve ici dans la palette éditeur de dynamique de brosse. Vous voyez que si je bascule ici, j'ai un genre de matrice à case à cocher, un genre de tableau avec des colonnes qui correspondent aux possibilités de l'outil de dessin, à savoir la pression, vitesse, direction, inclinaison, etc. Et en tant que ligne, les valeurs qui vont être affectées par le comportement de la variable de la colonne. Avant de créer notre premier réglage de dynamique, nous allons vérifier que nous sommes positionnés sur la bonne valeur de dynamique et apparemment ce n'est pas le cas. Ici vous voyez que je suis sur Dynamics Off et je viens de créer une valeur qui s'appelle test. Donc je la choisis ici, je bascule dessus. Je vois que la mise à jour se fait automatiquement ici dans la zone de réglage de mon outil.
Et si j'avais un doute sur le fait que j'ai sauvegardé ou pas le réglage, à ce moment-là, je peux basculer l'outil sur un autre outil et revenir dessus. Et là, je vois que j'ai bien la valeur test, donc j'avais bien sauvegardé la valeur dans mon réglage. Je vais basculer dans la matrice de correspondance, ici, et je vais donc utiliser un premier paramètre. Pour faire simple, je vais prendre le paramètre de fondu dans un premier temps, et je vais l'associer à l'opacité. Donc je clique ici à l'intersection de opacité et de fondu. Maintenant, je vais peindre et je vais voir ce qui se passe dans la fenêtre. Donc je reviens ici avec mon pinceau, et je clique sur la souris, je peins, et là je vois qu'apparemment il ne se passe pas grand chose, mais je continue à peindre, je ne lâche pas la souris, et là je vois que maintenant une certaine opacité apparaît. Au fur et à mesure que je chemine, l'opacité va s'intensifier jusqu'à l'opacité maximale. Donc voilà le principe du mode fondu. Donc avec la souris, j'ai obtenu un effet de dynamique en partant de la transparence jusqu'à la pleine couleur. Je peux aller plus loin maintenant en visitant ici cette rubrique options de dynamique qui est cachée actuellement. Je vois que j'ai un petit bouton plus ici et je peux déplier. Et maintenant j'ai des options supplémentaires concernant la dynamique, à savoir que j'ai des options d'estompement. On me dit ici que j'ai une longueur d'estompement. Actuellement elle est de 138%. Alors j'ai pas trop compris à quoi ça correspondait. Alors je vais effacer ce que j'ai dans le dessin. Et je vais tester, je vais mettre une valeur très basse, par exemple 42%, et je vais dessiner. Bon là je vois qu'apparemment ça monte assez vite. Maintenant je vais mettre une valeur de 100%. Alors je vais faire un clic droit, je vais taper 100, et je vais faire tabulation. Voilà, j'ai 100%, et je vais redessiner ici. Alors je vais me caler par rapport à un élément de la grille, et je vais déplacer, comme ceci. Alors là, les 100%, je ne sais pas à quoi ça correspond. Franchement, si je mets maintenant une valeur très très longue, par exemple 689%, donc là, ça met plus longtemps à venir. Donc apparemment, plus le pourcentage est élevé, plus l'opacité va arriver plus tard, mais je ne sais pas sur quelle dimension il se base pour régler les pourcentages. Bon, peu importe. Si je trouve entre-temps la signification, je vous le dirai dans une vidéo ultérieure. Par contre, il faut savoir que au-delà des pourcentages, il y a d'autres valeurs réglables. On peut faire tout ça et on peut examiner au niveau des pixels. On aura peut-être un effet plus intéressant. Je vais par exemple mettre ici 200 pixels, comme ceci. Je vais revenir dans le dessin, je vais effacer ce que j'ai. Je vais me positionner sur une intersection de lignes de la grille, ici. Je vais cliquer et je vais déplacer la souris. Donc là, j'ai 100 pixels. Maintenant, j'ai 200 pixels. Et je vois que quand j'ai un déplacement de 200 pixels, je suis arrivé à l'opacité maximum. Si je continue, maintenant, je suis à l'opacité maximum. Mais on peut encore aller plus loin. On a en dessous un réglage de répétition. Et là, actuellement, il est réglé à aucun. C'est-à-dire que dès que je vais avoir atteint l'opacité maximum, il va y rester. Mais si je déploie ici la liste, je peux choisir un mode de répétition. Je vais tester le premier, dents de scie. Alors j'efface le dessin et je recommence. Je rappelle ici que j'ai une longueur d'estompement de 200 pixels. Et maintenant, je vois que je monte à l'opacité maximum. Après, je repars pour un autre cycle. Vous voyez qu'on repart de 0. Là aussi, tous les 200 pixels, on repart de 0. Ça, c'est le mode dents de scie. Maintenant, si je choisis onde triangulaire, apparemment, je pense qu'il va faire une symétrie. Alors, je repars ici, je déplace, donc je monte vers l'opacité. Arrivé à l'opacité maximum ici, je vais redescendre vers l'opacité 0. Là, je vais remonter et je vais redescendre. Voilà comment ça fonctionne. Et la dernière, c'est tronquer. Celle-là, je ne sais pas ce qu'elle fait, mais j'essaye. Bon, là, je sais pas. Bon, c'est un effet différent. Donc voilà les effets que vous pouvez donner. Avec la souris, on a déjà un effet de dynamique que vous pouvez affiner avec les options de dynamique. Ici, nous avons des options de couleur, mais ça ne concerne que la partie couleur. Ici, on verra plus tard. Dans une prochaine vidéo, nous allons continuer à associer les propriétés
à notre comportement dynamique de fondu pour voir ce qu'il se passe. Mais en attendant, j'ai quand même une bonne nouvelle. Hors antenne, j'ai fait quelques recherches et j'ai trouvé en fait à quoi correspondait le facteur de pourcentage. Vous allez comprendre avec moi. Ici, je vais revenir sur la longueur d'estompement en pourcentage. Je vais mettre une valeur de 100%, comme ceci. Donc 100%, je fais tabulation pour sortir du champ. Je vais me repositionner dans la zone de dessin. Je dois cliquer dedans pour qu'elle soit active. Et je vais appuyer sur la touche tabulation pour avoir le dessin seul sans les palettes. Je vais appuyer sur la touche majuscule CTRL-J pour le faire revenir complètement dans l'écran. Je vais appuyer sur la touche moins, voilà, pour le réduire un petit peu. Et maintenant, j'ai mon dessin entier. Donc, rappelez-vous que ici, j'ai mis une longueur d'estompement à 100%. Maintenant, je vais peindre dans mon dessin, ici, à partir du bord. Vous voyez, ici, du bord gauche. Donc, je clique, je peins. Et je me rends compte qu'en fait, j'atteins l'opacité maximum à la fin du dessin. En gros, les pourcentages, je pense que ça représente la largeur du dessin. Si je change la valeur maintenant ici, si je mets 50%, donc 50 tabulation, je reviens ici dans la zone de dessin en cliquant dessus, je fais tabulation. Et maintenant, si je renouvelle l'opération en cliquant sur un bord et en peignant, je vois ici maintenant qu'à peu près à la moitié du dessin, j'ai atteint l'opacité maximum. Si je reviens ici, et si je mets 200, comme j'avais fait tout à l'heure, 200 tabulation, je reviens dans le dessin en cliquant dessus, tabulation pour afficher le dessin sans les palettes. Et maintenant, je vais tracer, donc je pars ici. J'arrive au bord du dessin, je suis à 100% du dessin, mais comme j'ai mis 200%, je suis à la moitié de mon trajet. Je vais revenir et je vois que au retour, j'ai bien l'opacité maximum. J'ai donc la valeur de 100%. Voilà à quoi correspond la valeur de pourcentage. C'est une donnée qui correspond à la largeur de votre fichier. Mais je pense que dans la pratique, la valeur en pixels sera plus intéressante à utiliser. Dans la vidéo suivante, nous allons examiner les autres propriétés associées à notre comportement dynamique de fondu. Je vous donne donc rendez-vous dans la vidéo suivante.